Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce journal de début de semaine. Nous débuterons par l'hommage du prince Albert II à cette immense artiste et femme de courage qu'était Joséphine Baker, un hommage à la veille de son entrée au Panthéon. À Dubaï, au cœur de l'exposition universelle, reportage sur place du déplacement du ministre de l'Environnement, de l'Équipement et de l'Urbanisme, Céline Caron, avec pour thème principal l'urbanisation durable et responsable. Toujours à Dubaï, nous vous présenterons les deux équipes masculines et féminines de rugby à 7 qui représenteront Monaco très prochainement à l'Emirates Dubai 7. Retour sur la première édition du Biking Monaco, une compétition cycliste dans les rues de Monaco ce dimanche. Samedi, s'est tenues les 3e assises monégasques de l'autisme et du handicap mental, organisées par l'association Monaco Disease Power. Un peu de culture ne fera pas de mal dans ce journal, avec le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, donné ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3, en prélude à la commémoration Albert Ier, concert dirigé par Kazuki Yamada et le soliste invité, le violoncelliste Truls Mork. Et n'oublions pas notre invité du jour, la Direction du Tourisme et des Congrès a présenté le livre blanc du tourisme responsable. Philippe François, expert dans ce domaine depuis de nombreuses années, nous expliquera justement ce qu'est le tourisme responsable en nous donnant des exemples bien concrets. Demain, à Paris, aura lieu la cérémonie officielle d'entrée au Panthéon de la danseuse et chanteuse Joséphine Baker. Accueillie par la famille princière à Monaco dans la dernière partie de sa vie monégasque de cœur, elle est enterrée ici en principauté. Le prince souverain lui rendait hommage ce lundi matin avant sa panthéonisation. Le reportage d'Alexandra Pagny et Sylvain Perroman. Il y a des êtres qui ne s'éteignent jamais, avait déclaré la princesse Grace à propos de Joséphine Baker. Entre ces deux grandes dames existait une profonde admiration qui se transformera en amitié au fil des années. Joséphine Baker est arrivée tardivement en principauté dans une période compliquée de sa vie. Monaco représentera sa renaissance artistique mais aussi personnelle. Le prince souverain a souhaité lui rendre un hommage national avant son entrée au Panthéon. Ma mère, par son amitié avec elle, a pu lui tendre la main et a pu l'inviter à Monaco. C'était une femme très chaleureuse, très douce, mais on sentait qu'il y avait une énergie aussi et qu'il y avait un grand amour de la vie. Et sa relation avec ses enfants était tout à fait exceptionnelle. Et vraiment, c'était une très grande dame, que ce soit artistique, que ce soit comme résistante, que ce soit comme personnalité du XXe siècle. Ce mardi 30 novembre, Joséphine Baker sera la 6e femme à entrer au Panthéon et la première de couleur sur un total de 81 personnalités. Son entrée se veut être le symbole d'un exemple d'une unité nationale, un universalisme à la française. Elle doit symboliser également la lutte contre la ségrégation raciale. Joséphine était connue comme une femme avec une forte personnalité et une femme de combat. À Monaco, pour cet hommage national, l'un de ses 12 enfants était présent. C'est la première fois qu'une personne noire, de nos couleurs, qui rentre au Panthéon. C'est dur à expliquer, très dur. Ça me fait un grand plaisir. Née à Saint-Louis dans le Missouri le 3 juin 1906, elle sera ensuite naturalisée française en 1937, puis adoptée par la principauté de Monaco en 1969. Elle y restera jusqu'à sa disparition en 1975. C'est ici qu'elle renoue avec la scène et le public et offrira à Monaco ses plus beaux galas, une renaissance qui n'aurait pu avoir lieu sans le soutien de la princesse Grace. Très appréciée parce que c'est une dame très simple, très gentille, très professionnelle. Aussi, tout le monde le sait. Et donc, elle est restée quand même 6 ans ici en principauté. Et ça a été un choc d'apprendre son décès. Et elle m'a demandé d'organiser une cérémonie très stricte. C'était vraiment intime. Je me souviens que comme personnalité, il y avait Jean-Claude Brialy et André Levasseur. Elle voulait que ce soit intime. Le prince Albert II sera présent à la cérémonie officielle à Paris ce mardi 30 novembre, un moment historique qui confère ainsi l'éternité à Joséphine Baker. Son corps restera cependant à Monaco. C'est un cénotaphe qui entrera au Panthéon et symboliquement, les terres de ces 4 patries de cœur y seront déposées: Saint-Louis, Paris, les Milans en Dordogne et Monaco. Cette entrée au Panthéon sera retransmise en direct mardi sur TF1 et LCI dès 17h15. Alors que l'exposition internationale de Dubaï bat son plein, Céline Caron, ministre de l'Environnement, de l'Équipement et de l'Urbanisme, s'est rendue dans différents pavillons, dont celui du Kazakhstan, pour évoquer l'urbanisation durable. Reportage de Bastien Bory.
Si Monaco et le Kazakhstan ont de bonnes relations économiques, les deux pays à première vue ne partagent pas les mêmes défis. Mais la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme a voulu prouver le contraire. Nous découvrons que les objectifs sont les mêmes, adapter nos territoires, préserver nos richesses, notre biodiversité locale, chacun dans nos domaines, et surtout nous adapter, innover et travailler ensemble. Donc le Kazakhstan aujourd'hui prône le travail collectif comme étant une source d'accélération et d'innovation. Et je pense que Monaco prône aussi ce travail collectif et ce travail en réseau pour arriver à se dépasser et répondre aux objectifs d'adaptation environnementaux. Retour ensuite au pavillon Monaco pour une visite encadrée par la compagnie des guides monégasques avant une présentation de l'urbanisme en principauté en présence de la chambre patronale du bâtiment et d'invités étrangers de Singapour et d'Italie notamment. Aujourd'hui, le prince souverain nous demande en fait de réfléchir à une urbanisation durable, responsable, et je pense que toute seule, en tout cas personnellement, le gouvernement seul ne peut pas le faire sans ses partenaires. Et c'est un plaisir de partager ces objectifs avec eux, qu'ils portent chacun dans leur spécificité. Donc voilà, c'était un honneur pour moi de venir aujourd'hui à Dubaï avec mes collègues du privé, du secteur privé, pour promouvoir nos spécificités et notre travail d'équipe. Urbanisme et environnement, deux questions majeures à Monaco, où l'on veut montrer que les défis techniques liés au manque d'espace n'empêchent pas le développement. Restons à Dubaï, Impiz et Oumoussa. Comprenez guerrier et gentillesse en zoulou. Il s'agit de deux équipes de rugby à 7 représentant Monaco et qui participeront très prochainement à l'Emirates Dubai 7. Avant de s'envoler pour les Émirats, joueuses et joueurs ont été reçus au Palais Princier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un ballon dédicacé par l'ensemble des deux équipes et du staff a été remis au Prince Albert II avant la traditionnelle photo dans la cour d'honneur. Cet instant solennel a été suivi par deux entraînements auxquels ont assisté Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Voyez le reportage. C'est le premier entraînement ensemble, Impiz et Oumoussa réunis. Dans quelques jours, ils prendront part à l'Emirates Dubai Sevens, l'un des plus grands rendez-vous de rugby à 7. Deux équipes et une grande première pour les filles qui vont connaître ce tournoi. Et c'est une fierté, une belle reconnaissance de la fondation, du club, de la fédération, de mettre l'équipe féminine en avant aussi. Puis une première, mais je pense qu'on a eu de belles chances aussi parce qu'on a déjà dès la première année une belle équipe. Si les automatismes sont pour le moment timides, l'osmose est bel et bien là. Menée par leur capitaine, la Française Rose Thomas, une sélection aux Jeux Olympiques de Rio, les joueuses affichent un bon état d'esprit et ne comptent pas revenir les mains vides des Émirats pour leur première participation. Le tournoi n'est en revanche pas inconnu au Impiz, qui compte déjà 4 participations. Cette année, les joueurs peuvent s'appuyer sur l'expérience de très haut niveau de Thibaut Giroud, directeur de la performance du 15 de France. La venue de Thibaut Giroud, c'est de profiter de son expérience du plus haut niveau. Il est quand même vainqueur de la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, donc on profite, c'est tout chaud. Il a fait deux séances à haute intensité et les joueurs ont répondu de la meilleure des façons en donnant tout sur les 2 séances. Donc c'est très profitable, notamment pour les nôtres, par rapport aux joueurs invités qui ont un niveau supérieur. On tire les petits monégasques vers le haut. Une grande valeur ajoutée qui va permettre à l'équipe de jouer un cran au-dessus puisque cette année, les Impiz participeront au tournoi Invitation et non à l'Open comme ce fut le cas précédemment. Seul ombre au tableau, 4 joueurs et joueuses sud-africaines ne pourront pas rejoindre l'équipe monégasque à Dubaï en raison des mesures sanitaires prises dans leur pays. Et nous suivrons bien évidemment les résultats des Impiz et des Oumoussa avec notre équipe sur place. Début de la compétition le jeudi 2 décembre. Passons à cet événement sportif et caritatif. Vous étiez peut-être sur le port Hercule ce dimanche pour assister à la première édition de Biking Monaco, une grande journée dédiée au cyclisme avec de grands champions en principauté. Le reportage de Frédéric Aillon. C'est le genre de plateau que l'on ne voit que sur le Tour de France. Tadej Pogačar, Primož Roglič, Chris Froome, Peter Sagan ou encore Philippe Gilbert. Une quarantaine de coureurs cyclistes professionnels se sont réunis dimanche à Monaco pour la première édition de Biking, une grande journée de vélo pour la bonne cause. À la base de ce projet mêlant sportif, caritatif et promotion du vélo dans les milieux urbains, Matteo Trentin, champion d'Europe en 2018 et vainqueur de 3 étapes sur la Grande Boucle.
L'evento è nato da un'idea mia e di Claudia, mia moglie, un po' di dare qualcosa indietro alla città di Monaco e visto che siamo tantissimi corridori professionisti qui, di organizzare un qualcosa che sia sport, che spettacolo, che comunque beneficenza da aiutare gli altri. Ci sono tanti grandi campioni che hanno aderito a questa iniziativa e poi abbiamo preparato 2 piccoli percorsi per i bambini in modo che possano comunque chi non ha già la bici iniziare ad andare in bici e mentre chi magari è un po' più grandicello la Sécurité Routière ci ha aiutato a istruire un percorso per insegnare ai bambini come si va in bicicletta nel mondo reale, con il traffico insomma. Premier temps fort de la journée, un pro-am de charité, un contre-la-montre par équipe de 5 tours avec 12 équipes composées chacune de 2 coureurs professionnels, d'un athlète ambassadeur et de 2 cyclistes amateurs. Objectif de cette épreuve, récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la Fondation Michele Scarponi. It's always nice to be a part of the charity events that is happening here, and it's actually a really nice event. I'm a passionate cyclist myself, so yeah, 2 nice things combined. C'est extraordinaire, on n'a pas souvent l'occasion. Voilà, quand on est fier d'être monégasque et qu'en plus c'est une terre de vélo, sur le circuit, avec une partie du circuit de la Formule 1, c'est toujours sympa de faire un peu ce rapprochement et effectivement c'est génial, on est à la maison, il fait beau, les conditions sont réunies donc on peut rien demander de plus. Ouais, c'est que du bonheur, quoi. Ça change de nos montagnes, tu l'as vu avec nous là quand tu es venu à Luchon. Après bon, ici pour moi c'est découvrir tout ça, Monaco, et puis voir les pros à côté là c'est énorme. Voilà, c'est un jour que j'oublierai jamais. Voilà. C'est sûr que l'aspect caritatif il est primordial, c'est même le plus important aujourd'hui. Je pense qu'il faut que les champions fassent beaucoup pour la jeunesse, parce que c'est la relève, parce que ce sont ceux qui auront demain des rêves, des ambitions, et qui prendront le relais de certains champions qui étaient ici. Cette épreuve a été remportée par l'équipe de Peter Sagan, Steven Kruijswijk et Thor Hushovd. Place ensuite à la course phare, un critérium de 40 tours d'1 km 300 sur le port. Une course inscrite au calendrier de l'UCI, 40 pros sur la ligne de départ et plus de 41 km/h de moyenne pour un podium 5 étoiles. Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta, s'impose devant Sonny Colbrelli, lauréat du dernier Paris-Roubaix, et Tadej Pogačar qui a raflé les 2 derniers Tours de France. Passons au premier point info, qui lui aussi va être sportif. Nous commençons avec du football. L'AS Monaco recevait Strasbourg ce dimanche. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Malgré une nette domination, l'AS Monaco a été accroché par Strasbourg sur un match nul 1-1 ce dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1. Les Monégasques signent donc leur 5e match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues. Prochain rendez-vous à Angers ce mercredi. Le 19e Golden Foot Awards 2021, cérémonie de remise des prix du meilleur football, se déroule ce lundi soir. Attribué seulement à un footballeur en activité qui a 28 ans révolus, le Golden Foot Award est le seul prix au monde qu'un footballeur peut gagner seulement une fois dans sa carrière. Une conférence de presse avait lieu ce lundi en présence des joueurs qui recevront ce prix lors du Gala des Champions. Parmi eux, l'ancien joueur du FC Barcelone Daniel Alves. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Frédéric Elion. Yo creo que es muy especial estar aquí porque ese premio premia la trayectoria, no premia un momento u otro, sino que premia toda la trayectoria, premia mi trayectoria. Y creo que mi misión más importante, mi trofeo más importante, mi título más importante que yo voy a conseguir va a ser dejar ese legado para todos esos niños y para todos esos jóvenes que un día sueñan ser un jugador de fútbol o sueñan ser un ingeniero, un médico, etcétera y tal. Yo creo que ese va a ser el título más importante que yo voy a conseguir en mi vida y eso pasa por la credibilidad de Gold Foot. Con respecto al Ballon d'Or, yo pienso que Messi es un gran candidato. Messi es un gran candidato. Tienes todos los números para llevar una vez más. Pero sinceramente, este año, para mí, todos los premios individuales deberían ser para Eriksen, porque nosotros tenemos que mandar un mensaje al mundo
que la vida es muy más importante que el fútbol, que cualquier otro tipo de deporte que se pratique. 19e Golden Foot Award 2021, la cérémonie de remise des prix du meilleur footballeur est donc prévue ce lundi soir au Fairmont Monte-Carlo. L'aviron de mer franchit un nouveau cap à Monaco. Devenu un rendez-vous très prisé en 2019, le Challenge Albert II a fait mouche auprès des rameurs avec sa nouvelle version par équipe. Tous les éléments étaient réunis ce week-end pour clore l'événement en beauté. Le souverain est venu encourager les équipes à la société nautique, notamment Quentin Antonielli qui décroche une 2e place en solo derrière un double champion du monde. Dans l'impossibilité d'organiser le célèbre gala Princesse Grace en raison du contexte sanitaire, la Fédération monégasque de gymnastique a organisé ce dimanche une démonstration devant le souverain et ses enfants. Pour l'occasion, une vingtaine de gymnastes s'est réunie devant le président de la Fédération internationale de gymnastique, Morinari Watanabe. L'objectif était de célébrer ensemble la gymnastique dans toutes ses disciplines, de la gymnastique artistique féminine à la masculine en passant par la gymnastique rythmique ou acrobatique. Tous avaient à cœur de mettre en avant leur talent et leur passion pour ce sport sous la conduite de 3 directeurs techniques. Merci Vanessa, on vous retrouve un peu plus tard pour la suite de l'actualité en bref. Ce lundi, au Grimaldi Forum, la direction du tourisme et des congrès a présenté le livre blanc du tourisme responsable. Pour en parler avec nous, le consultant Philippe François, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ce livre blanc du tourisme responsable, tout simplement ? D'une part, c'est un point et ensuite c'est un objectif. Un point de ce qui a déjà été réalisé ici sur la principauté de Monaco en matière de développement durable, les actions de développement durable. Et le point, voir où est-ce qu'on en est et quels sont les objectifs pour demain et quelles sont les grandes solutions. En fait, ce livre blanc, c'est un outil que je dirais politique qui permet de mettre au point des valeurs. Des valeurs, ça nous donne une vision, une stratégie et ensuite un plan d'action. Donc continuer ce qu'on a commencé à faire ici sur le territoire, sur la principauté, en matière de développement durable, pour avoir un tourisme toujours en croissance, on l'espère suite à la pandémie, mais dans une croissance responsable. Et que dit ce livre blanc ? Vous avez parlé de valeurs. Quelles sont les valeurs qu'il y a dans ce livre blanc ? Nous sommes partis sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Sur les 17 objectifs, nous en avons choisi un certain nombre qui est la croissance responsable, qui est essayer de moins gaspiller, qui est essayer de mieux acheter, qui est essayer de réduire les énergies fossiles. Voilà, somme toute, vous savez, des choses dont on parle tous les jours avec le dérèglement climatique, avec le dérèglement de la biodiversité, avec aussi le problème que nous avons de sécurité sanitaire. Donc nous parlons effectivement de plus en plus de mettre en place des solutions responsables, sociétales, environnementales, pour nous aider à développer le tourisme sur une destination telle que Monaco. Et quelles sont ces solutions, quelles sont ces propositions ? Donnez-nous des exemples de tourisme responsable très concrètement, par exemple chez les hôteliers ou dans d'autres domaines. C'est par exemple la certification ou la labellisation des hôtels. Il se trouve que ici, à Monaco, nous avons, c'est une des destinations au monde qui a le plus de chambres certifiées ou labellisées au monde. Alors, tout n'est pas fini, nous ne sommes pas à 100%, et dans les référentiels d'indicateurs environnementaux, nous avons encore des progrès à faire. Donc voilà par exemple quelque chose qui est déjà fait sur le plan de développement durable. Bon, un autre axe, c'est ce qui se passe sur la restauration. Là, on en est plus au début. Faire attention aux quantités, peut-être utiliser différemment les légumes dans la restauration. Voilà des choses finalement qui sont assez concrètes. Troisième exemple, on pourrait citer la formation, parce que c'est bien de sensibiliser et de monter des actions avec les professionnels. C'est encore mieux si nous formons, si nous sensibilisons, si nous arrivons à convaincre les jeunes, par exemple au lycée hôtelier de Monaco. Alors ça, c'est pour le tourisme responsable. À l'inverse, qu'est-ce qui est un tourisme qui n'est vraiment pas responsable ? Aussi là, quelques exemples. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Ce qu'il faut pas, c'est par exemple sur l'aménagement touristique faire un
peu n'importe quoi et trop bétonné. Alors ici, sur Monaco, oui, bien sûr, on bétonne, mais sauf que ici, on a compris qu'il fallait aménager, il fallait construire en utilisant ce qu'on appelle la haute qualité environnementale et au niveau du management des immeubles, mettre en place effectivement les certifications et les labellisations. Vous savez, il y a un certain nombre de pays ou de destinations touristiques qui ne prennent pas en considération, par exemple, l'élimination, l'appauvrissement de la biodiversité. Alors ici sur Monaco, il y a, que ce soit avec le musée océanographique, que ce soit avec la fondation Prince Albert II, il y a effectivement d'ores et déjà, mais on peut aller encore un peu plus loin, par exemple sur la biodiversité. Il faut respecter la nature, parce que la nature, la biodiversité, c'est le vivant, et le vivant, c'est nous, c'est l'humain. Donc n'oublions pas que le tourisme, c'est une histoire effectivement de voyage de l'humanité. Ça s'est toujours passé, c'est lié intrinsèquement à la vie de l'homme sur la planète. Tout le monde a besoin de voyager. Dès que cette pandémie sera freinée, et nous l'espérons arrêter le plus vite possible, à partir de ce moment-là, le voyage va recommencer. Moi, je crois à la croissance du tourisme. Simplement, c'est une croissance responsable, une croissance raisonnée, en faisant attention, par exemple, autre exemple en répondant à votre question, à la surfréquentation touristique. Et prochaine étape dans le domaine du tourisme responsable à Monaco ? Nous avons toute une palette effectivement de solutions que nous allons maintenant choisir. On va mettre le curseur, où est-ce qu'on se donne les priorités, et ça dès le mois de janvier. Philippe François, merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est le tourisme responsable. Merci à vous. Changeons de sujet. Au-delà des nombreuses actions qu'elle mène tout au long de l'année et du centre d'accueil qu'elle a construit à Anote, l'association Monaco Disease Power favorise également l'échange entre de grands spécialistes afin de permettre de faire avancer la recherche. C'est dans cette optique que se sont tenues samedi les 3e assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Reportage de Patricia Navarro. Aujourd'hui, la recherche dans certains domaines avance à une vitesse considérable. C'est notamment le cas dans l'identification et la connaissance du spectre autistique, qui regroupe tout un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites autistes. L'importance des réseaux de recherche est donc capitale pour faire le point sur les plus récentes avancées qu'elles portent sur la recherche ou sur la prise en charge. Aujourd'hui, on est certainement beaucoup plus attentif, et quand je dis on, c'est toutes les structures qui s'occupent d'enfants, les parents bien sûr au premier plan, mais également les médecins traitants qui voient beaucoup plus de choses. Et donc ça permet de dépister ces troubles plus tôt, mais comme l'a dit très bien le professeur Gressens ce matin, une possibilité puisque c'est un changement de direction du développement, c'est d'essayer de corriger le plus vite. En matière de recherche sur les origines des troubles, là aussi des avancées notables ont été présentées lors des assises. Des études sur les mécanismes physiopathologiques pourraient se révéler être très utiles dans les mois et années qui viennent, notamment sur les nouveaux traitements des liaisons néonatales. Certains nouveau-nés, notamment les nouveau-nés prématurés, sont souvent nés dans un contexte d'inflammation. Et on sait maintenant que cette inflammation est un facteur de risque pour développer par la suite différentes anomalies du fonctionnement cérébral, comme par exemple les troubles du spectre autistique. On essaie d'étudier les mécanismes, comment se fait ce lien, quels sont les éléments qui font charnière entre les deux. On commence à les décrypter, à les découvrir, mais pour l'instant, on n'est pas encore au stade d'avoir des thérapies spécifiques. Lors de ces assises, un autre volet de la prise en charge a également été évoqué, celui des douleurs dans les troubles du neurodéveloppement. Il est souvent bien difficile de communiquer avec les patients et déterminer l'origine de leur souffrance et poser un diagnostic. Pendant longtemps, les enfants autistes étaient considérés comme insensibles à la douleur. Il s'avère en fait que c'est leur mode d'expression qui est différent face à la douleur, mais cette dernière est bien ressentie, d'où l'importance d'apprendre à décoder en quelque sorte les signaux d'alerte liés à la souffrance. On vous retrouve, Vanessa Dessy. Un accord entre la Principauté et la Fédération de Russie vient d'être signé ce lundi au ministère d'État. Le contenu de cet accord a pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle des études, des qualifications et des grades universitaires acquis dans chacun des deux pays. Cet accord concerne aussi bien l'enseignement secondaire général et professionnel que l'enseignement supérieur. Il permettra à ces titulaires l'accès à la poursuite des études ainsi que le droit d'exercer des activités professionnelles dans les deux pays, conformément à leurs législations respectives.
Pour toute question d'interprétation ou de mise en œuvre de cet accord, un comité conjoint d'experts sera créé. C'est une année placée sous le signe de la gastronomie pour la SBM qui a lancé pour la première fois son festival des étoilés Monte-Carlo. La programmation a débuté dès le mois de mai entre un chef étoilé SBM et un chef étoilé invité de renom. Des moments d'exception vécus au sein des différents restaurants étoilés du groupe chaque mois et ce jusqu'à la clôture du festival qui s'est soldé ce week-end avec un dîner orchestré par l'ensemble des chefs étoilés du groupe dans le mythique casino de Monte-Carlo. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert dimanche à l'Auditorium Régnier 3 en prélude à la commémoration Albert Ier, concert dirigé par Kazuki Yamada et le soliste invité était le violoncelliste Truls Mork, reportage de José Sacré. En prélude à la commémoration Albert Ier, dimanche 28 novembre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a interprété un programme de musique française avec des œuvres de César Franck, Charles Gounod et Camille Saint-Saëns. Only French composer could do like that, I think so, to mix culture or the mix feeling, but still there are the strong, the French spirit, the esprit. So I think so. That's why such a combination, the beautiful. So there are a lot of color, smell, temperature of the music. It will be really wonderful. Truls Mork était le soliste du concerto pour violoncelle numéro 1 en la mineur de Camille Saint-Saëns. He is such a kind of the genius, and so the great, of course, the great sound, but not only the sound, great human being. Yes, of course he is big, but not only that, he has a big heart and a big mind and big music, so wide music, so it's incredible. Les deux prochains concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo auront lieu le mercredi 1er décembre. Dès 15h, un concert pour le jeune public avec les Sœurs Labec et Julie Depardieu. Et à 20h30, deuxième concert des Sœurs Labec qui interpréteront notamment le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns avec un récitant bien connu, Gaspard Proust. Passons à la météo de ce mardi, Vanessa. Le soleil sera toujours très présent, le ciel restera bleu durant toute la journée, il soufflera une légère brise entre 7 et 12 km/h, les températures oscilleront de 5 à 11 degrés, le soleil se lèvera à 7h40 et se couchera à 16h56 et nous fêterons les André. Saint André qui fut le premier disciple appelé par Jésus-Christ. Merci Vanessa. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, vos photos de fin de journal, l'hommage à Joséphine Baker qui rentrera au Panthéon demain, une femme qui a marqué l'histoire artistique, certes, mais aussi et surtout l'histoire avec un grand H, de par son engagement dans la résistance ou encore son combat pour les droits civiques. Ce sont des photos de Manuel Vitali. On se retrouve mardi, 19h. À très bientôt. Au revoir.